Bonjour. Après avoir examiné les différents types d'emprunts, amortissement constant, échéance constante, emprunt in fine, la conclusion est claire et préoccupante. La hausse constante de notre dette depuis 2007 met en péril la stabilité de notre pays. La devise « liberté, égalité, fraternité » pourrait être fragilisée si rien n'est fait. Avec un ratio dette sur PIB de 116%, représentant environ 100 000 € de passifs par ménage français, la situation pourrait encore se détériorer. D'ici 2030, la dette pourrait atteindre 120% du PIB, ce qui aurait des conséquences graves sur notre souveraineté financière. Sans mesures correctives efficaces, les intérêts de la dette deviendraient la plus grande dépense de l'État, atteignant 100 milliards d'euros par an dans un proche avenir. Dans ce contexte, la majorité des recettes fiscales et sociales étant déjà sollicitées, le financement de ces intérêts pourrait conduire à des coupes drastiques dans des secteurs essentiels comme la santé, l'éducation ou la sécurité, ce qui soulève la question de la responsabilité de ceux qui ont conduit à cette situation. Il est impératif de s'interroger sur la compétence et l'intégrité des responsables politiques et économiques qui ont contribué à cette crise. S'agit-il d'actes volontaires, motivés par des intérêts précis, ou simplement une succession d'erreurs et d'incompétences ? Quoi qu'il en soit, le renouvellement complet de nos gouvernements semble inévitable. Indépendamment de la réponse apportée, chaque citoyen doit prendre le temps de s'informer avec discernement, en toute liberté, afin de faire des choix éclairés lors des prochaines élections. La dette publique n'est pas un simple chiffre abstrait. Elle pèse sur plusieurs générations, impacte directement notre économie, nos finances publiques et notre cohésion sociale. Les risques liés à un endettement délirant ne s'arrêtent pas là. Pour masquer leur erreur ou leur incompétence, certains gouvernants cherchent à désigner des responsables ou des ennemis, alimentant ainsi la colère d'une population souvent divisée, sous l'effet de discours simplistes ou manipulés. La qualité de l'éducation nationale, la concentration des médias contrôlés par des oligarchies ou par l'État, jouent un rôle dans la formation des opinions et dans la diffusion de valeurs qui peuvent accentuer ces divisions. Il devient alors facile d'accuser des catégories spécifiques, de les stigmatiser, voire d'en faire des boucs émissaires, dans une logique diviser pour mieux régner. En jouant sur ces divisions, le système maintient son pouvoir, lové dans une rente financière considérable, qui lui permet de dormir confortablement sur un matelas rembourré de billets souvent libellés en dollars ou en euros. Face à ces risques de chaos social ou économique, la tentation de renforcer encore le contrôle des comportements financiers des citoyens s'accroît. La numérisation de la monnaie, la reconnaissance faciale ou la menace de bloquer des comptes bancaires, comme cela a été observé au Canada, pourraient devenir des outils de surveillance et de répression. Ces mesures, promues par l'Union européenne, risquent d'abîmer la vie privée tout en renforçant un pouvoir de contrôle social excessif. La digitalisation, tout en apportant des avantages techniques, peut également renforcer la mainmise des gouvernements ou des institutions financières sur l'usage de l'argent, ouvrant la voie à des formes de surveillance de masse. Enfin, la gestion désastreuse de nos finances entraînera inévitablement une dégradation de notre note de solvabilité sur les marchés internationaux. Les taux d'intérêt risquent d'exploser, rendant l'accès au crédit impossible pour les jeunes générations. Elles seront condamnées à rester locataires à vie, non seulement pour leur logement, mais aussi pour leurs biens de consommation courante, au profit d'une minorité privilégiée, avide de percevoir une rente régulière et garantie. Cela se reflète déjà dans la publicité, où le montant d'un loyer mensuel est souvent présenté comme une dépense normale, voire désirable, pour des biens que l'on pourrait posséder. La tendance à la location à vie d'objets du quotidien, comme un frigo ou un canapé, s'inscrit dans cette logique. Un exemple. Le bail réel de solidarité, qui sera présenté dans une vidéo séparée, illustre cette approche. Pour résorber la dette nationale, certains évoquent la cession de biens publics, comme cela a été vu en Grèce. Cependant, ces biens appartiennent à la nation française, et leur vente serait une perte irrémédiable de patrimoine collectif. Un exemple concret. Une part non négligeable des bénéfices générés par nos autoroutes, financés par nos propres contribuables, se retrouve aujourd'hui dans les portefeuilles de retraités américains via des fonds comme BlackRock ou Vanguard.
Ces flux financiers remettent en question notre souveraineté et la gestion de notre patrimoine national. Ce phénomène ne se limite pas à la cession de biens immobiliers ou mobiliers. Il concerne également nos grands services publics. La sécurité sociale, par exemple, a été en partie remplacée par des assurances mutualistes. Les cotisations de retraite, souvent perçues directement par des fonds de pension étrangers, soulèvent également de nombreuses interrogations. Quant au loto, la Française des Jeux, elle a été bradée au plus offrant, illustrant cette tendance à la privatisation de nos ressources essentielles. En définitive, alors que ces infrastructures essentielles devraient appartenir au peuple français, leur profit alimente en partie des acteurs étrangers, ce qui pourrait compromettre notre autonomie économique et notre capacité à préserver notre patrimoine pour les générations futures. Bientôt, la Tour Eiffel, le château de Versailles ou Chambord, propriété de la ville de Paris ou de l'État, pourrait faire l'objet de revendications ou de ventes si la situation financière continuait à se dégrader à l'avenir. La France et son peuple traversent aujourd'hui une crise économique profonde, conjuguée à une grande incertitude sur leur avenir. Pourtant, cette nation millénaire conserve une résilience exceptionnelle, ainsi qu'une capacité innée de rebond, d'innovation et d'adaptation. La France est une nation éternelle et elle appartiendra toujours à son peuple tant que celui-ci en exprimera le souhait. Notre avenir dépend de notre engagement collectif, de notre vigilance et de notre capacité à défendre notre patrimoine, notre indépendance et notre identité. Ce n'est pas une revendication, c'est un fait. À nous de prendre conscience de cette vérité et de la clamer avec force.